Un trajet sur l'autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de traverse, je vous propose d'emprunter une sortie et de partir à la découverte d'une maison d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce 7e épisode, direction la Dordogne, je vous emmène au château des Milandes dans les pas de Joséphine Baker. Je suis parti de Brive-la-Gaillarde ce matin d'hiver. Il fait froid, mais le soleil brille. Je roule sur l'autoroute A20 en direction de Toulouse et la sortie qu'il ne faut absolument pas que je rate, c'est la numéro 55, sortie Souillac. J'ai ensuite une cinquantaine de minutes de route dans ce beau paysage vallonné du Périgord noir. Ma destination, c'est Castelnau-la-Chapelle, à une dizaine de kilomètres de Sarlat. Ici, c'est le pays des châteaux, mais celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le château des Milandes, un bijou Renaissance dans lequel a vécu une star du music-hall. Yeah. Bli, croti, molli, y'a plaisir, yeli, prends la conga, bli, croti, pour danser, retentir. Avant de préparer ce podcast, je dois avouer que je ne savais pas grand-chose de Joséphine Baker. Et pour tout vous dire, ce que je connaissais se résumait en gros à la ceinture de banane. Or, vous allez le découvrir, sa vie ne se résume pas à l'image qu'on se fait d'elle. Certes, elle a été cette meneuse de revue inoubliable, mais c'était aussi une mère de famille aimante, une militante antiraciste et même une espionne pendant la guerre. Joséphine Baker, une femme aux multiples visages, complexe, incroyablement attachante. Pour mieux la connaître, j'ai rendez-vous avec la propriétaire des Milandes, Angélique de Saint-Exupéry. Bonjour Angélique de Saint-Exupéry. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir au château des Milandes. Avant de parler de Joséphine et de ce château, racontez-nous un petit peu son histoire. Une histoire passionnante comme tous les châteaux périgourdins, mais c'est un château qui a été construit à la fin du XVe siècle, donc en 1489. Et c'est François de Caumont qui est le seigneur de la forteresse de Castelnau et qui fait construire le château pour son épouse. C'est amusant, c'est un château qui est plutôt assez féminin, d'ailleurs, qui a été habité quasiment que par des femmes. Donc François de Caumont et Claude de Cardaillac vivent au château jusqu'en 1514. Ils font également construire une très très belle chapelle sur la propriété. Et ce château n'a pas la forme aujourd'hui qu'il avait au XVe siècle. C'était plutôt une très très grosse maison qu'un château qui a été transformé en 1900, entre 1900 et 1910. Alors Joséphine Baker arrive ici au début des années 30. Comment est-ce qu'elle arrive en Dordogne ? Oui, c'est assez amusant parce que Joséphine, comme vous le savez, est passionnée par la France et elle découvre la Dordogne grâce à une rencontre avec la propriétaire du château des Milandes. Vers 1936, elle va faire une tournée à New York et là, elle prend le paquebot Normandie. Donc, elle découvre. D'abord, elle rencontre le propriétaire et ensuite, elle rencontrera son épouse dans le sud de la France. Donc, c'est par de multiples contacts qu'elle arrive à rencontrer ce fameux château dont elle tombe follement amoureuse tout de suite. Donc elle le loue dans un premier temps, hein, c'est bien ça ? Oui, elle le loue. Alors on ne sait pas si c'est vraiment 1937, on parle aussi de début 1939. Et elle a un coup de cœur extraordinaire pour ce château. Elle a envie un petit peu aussi de se mettre au vert, puisque elle est totalement parisienne, hein. Elle habite au Vésinet, elle a une très belle villa. Et venir au château des Milandes, c'est une façon d'être un peu en vacances pour la grande star qu'elle était dans les années 30. Donc aujourd'hui, vous faites visiter ce château et on a de la chance parce qu'aujourd'hui, j'ai le château pour moi tout seul, donc je vous suis. Oui, avec grand plaisir, Vincent. On y va. Quelle revanche ce château ! Joséphine Baker, née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle ne connaît pas son père et se retrouve petite fille à faire le ménage chez des Blancs fortunés qui parfois la maltraitent. Quand elle débarque dans le port de Cherbourg en 1925, elle n'a que 19 ans, mais a déjà été mariée 2 fois. La jeune Américaine n'a qu'une seule idée en tête, danser et conquérir Paris. Elle intègre la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Les Parisiens découvrent une grande et jolie fille, tout en plumes, subversive, qui se déhanche presque nue sur sa célèbre danse sauvage. Égérie des cubistes, elle popularise le charleston. Et à partir de 1930, elle entame un tour de chant au Casino de Paris, avec notamment cette chanson. Yeah,
amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, la savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Dans la salle des robes, je tombe d'abord sur la fameuse ceinture de banane portée par Joséphine, alors meneuse de revue aux Folies Bergères. Angélique de Saint-Exupéry l'a achetée à un collectionneur en 2002, tout comme pas mal de pièces qui se trouvent ici. Ces robes sont magnifiques, elles ont été portées entre 1930 et 1975 avec le dernier costume, ce costume en cuir blanc magnifique où c'est une combinaison qui colle à la peau. Et les autres robes, alors la plupart sont prêtées par Akio Bouillon, qui est un grand ami et qui est aussi le fils de Joséphine Baker, le fils aîné. Et puis certaines robes ont été achetées par notre famille en même temps avec le château et d'autres en vente aux enchères au cours des 15 dernières années. Et notamment devant nous, la fameuse robe multicolore que Joséphine a portée en 1953 dans Paris Mes Amours. Alors c'est très amusant parce que dans cette robe, elle joue un rôle. Joséphine Baker, c'est ça, c'est aussi une comédienne. Elle aime jouer la comédie et notamment avec son public. Elle joue là, dans cette robe, la diseuse de bonne aventure. Pour elle, c'est formidable d'aller voir le public et de caresser, par exemple, le crâne dénudé des messieurs et de s'amuser avec son public. C'est très interactif, en fait, les spectacles de Joséphine. Paris de mes amours, il y a bien à faire, on te revient toujours. Paris, quand je suis là devant toi, je ne puis m'empêcher de te dire ma joie. Donc une robe, je dirais vraiment gaie, très gaie, avec de nombreuses couleurs, des strass, des paillettes. Et puis après, il y a des robes un peu plus différentes qui prennent au corps, qui sont magnifiques, et notamment une combinaison aussi noire qu'elle a portée au Carnegie Hall à New York en 1973. Ce qui m'épate le plus chez elle, c'est sa taille, une taille de guêpe finalement. J'ai eu un mal fou à installer certaines combinaisons dans les mannequins. Parce que les mannequins ne correspondent pas au physique de Joséphine. Joséphine avait une taille fine, mais en même temps des belles fesses rebondies. Et ce qui fait que mes mannequins n'ont pas de très belles fesses, finalement. Celle-ci, elle a une histoire sympa. On peut la décrire. C'est quoi, des plumes de paon, un peu, on dirait, non ? Alors, ça ressemble à des plumes de paon, oui, visuellement. Et puis, ce sont encore des strass. Avec des petits bijoux bleu turquoise. Et ce qui est fou, c'est que cette robe, eh bien, nous l'avons achetée avec ma mère en vente aux enchères à Chartres en 2002. Et on ne pensait absolument pas que c'était une robe de Joséphine, parce que le commissaire-priseur ne l'a pas présentée comme une robe de Joséphine Baker. Et maman me dit, écoute ma chérie, oh là là, on va s'amuser, tu vas acheter cette robe pour la porter en soirée. En réalité, quand je suis rentrée avec au Milan, j'ai montré la robe à Akio, qui m'a dit, mais tu sais, maman a dansé avec cette robe dans Paris Mes Amours en 53 et elle dansait sur un tambour. Et tout de suite, il m'a montré les photos et là, on a pleuré ensemble d'avoir retrouvé cette robe qui, finalement, est très... Alors, c'est une robe de style Charleston, mais dessinée en 1953. Elle est ultra glamour dans ses robes et à la fois, quand elle est ici, elle peut enfiler des bottes, elle est dans son jardin. Enfin, vous me disiez que c'était un peu un contraste. Oui, c'est une femme de paradoxe et en même temps, elle aimait ça. Elle aimait être proche des gens, proche des paysans du coin.
Elle aimait se retrouver dans son potager qu'elle avait au Milande. Et en même temps, donc elle était en jean dans le potager ou avec un espèce de tablier. Et puis en même temps, elle pouvait recevoir le soir des gens connus dans sa grande salle à manger et avec des robes magnifiques. Et c'est ça ce que j'aime aussi chez Joséphine Baker, ce paradoxe, ce personnage contradictoire mais tellement attachant. En 1949, détail assez rare pour l'époque, Joséphine fait construire une salle de bain dans le prolongement de sa chambre. Elle imagine une pièce noire et or aux couleurs de son parfum préféré, Arpège de Jeanne Lanvin. Avec ses carreaux en pâte de verre de Murano et le plafond en forme de vague dessiné à la feuille d'or, cette salle de bain est un véritable chef-d'œuvre art déco. À l'étage du dessus, j'entre dans la chambre d'Accio, le fils aîné de Joséphine et Jo Bouillon. À partir des années 50, le couple adopte 12 enfants venus du monde entier, la fameuse tribu arc-en-ciel. Ce qui me frappe d'emblée en entrant dans cette chambre, c'est une sublime photo en noir et blanc. On voit Joséphine Baker, on voit la vraie maman qui enlace l'un de ses fils, qui est Jeannot. Jeannot est d'origine japonaise et on voit vraiment, pour le coup, la maman très généreuse qui offre à son enfant beaucoup d'amour. C'est ce qu'elle a donné toute sa vie à ses enfants et c'est ce que j'aime à raconter. C'est-à-dire qu'au-delà de l'artiste, c'était une maman et les enfants, d'ailleurs, la considéraient comme une maman. Ils ne savaient pas vraiment qui était Joséphine Baker, l'artiste. Alors Akio, il est juste derrière en photo. Il y a des photos d'autres enfants. Elle a, on peut le dire, elle a une expérience très douloureuse. Elle fait une fausse couche terrible. Elle peut plus avoir d'enfants et elle décide avec son mari, Jo Bouillon, d'adopter des enfants. Et ça, c'est une aventure folle, faut que vous nous racontiez. Après son mariage avec Jo Bouillon, elle se rend compte que la seule possibilité, c'est d'adopter. Et bien sûr, lui ne veut adopter que 5 enfants. C'est un papa gâteau quand même, qui a été formidable, mais il a dit à Joséphine, attention. Et dès qu'elle va en tournée, pour elle, c'est trop important. Elle ne peut pas revenir sans un enfant, puisque elle découvre la plupart du temps des enfants dans la misère, des enfants orphelins. Ce qui fait qu'elle commence à adopter d'abord Akio, qui est née en 52. Elle l'adopte en 53 au Japon, mais elle va lui donner un passeport coréen parce que c'est également une manière pour elle de militer. Et nous sommes en pleine guerre de Corée en 53. Donc quand elle va rentrer à Paris avec Akio et Jeannot, eh bien, elle aura un Coréen et un Japonais. Vous vous rendez compte, pour une femme qui au départ est américaine. J'apprends la géographie, la Chine de la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. Les relations internationales entre l'Amérique et le Japon n'étaient pas au beau fixe. Et mais au-delà, elle ne réfléchit pas tant que ça parce que le plus important pour elle, c'est donner de l'amour à ses enfants et de la joie. Et je pense qu'elle a largement réussi. Comment ils vivent ici ? Alors ici, ils vivent un quotidien absolument extraordinaire. Beaucoup de luxe, c'est vrai, beaucoup d'amour qui sera donné par Joséphine et Jo Bouillon, puisque Jo Bouillon, le papa, je disais, est un véritable papa gâteau. Il va s'en occuper énormément. Quand Joséphine part en tournée, c'est Jo Bouillon qui est là. Chacun a une chambre. Alors au début, ils sont dans une nurserie et Joséphine essaie de ne pas trop partir. Donc en général, elle part pas plus de 15 jours pour rester avec ses enfants. Elle sera là les jours de Noël, les jours de l'an. Elle ne donnera jamais de concert pendant ces périodes-là. D'ailleurs, elle organise des grandes fêtes avec un arbre de Noël énorme dans Oui, c'est ça. Il paraît que les Noëls sont incroyables avec un sapin fou. Enfin. En fait, ils auront tout ce qu'ils veulent. Et le principal étant l'amour. Et en même temps, je dirais de manière un peu indirecte, elle leur offre une éducation particulière pour leur montrer qu'il est possible de vivre dans la joie et dans la paix en ayant des enfants de différentes nationalités et de différentes religions. Donc un précepteur pour inculquer à chaque enfant une éducation en fonction de sa religion. Ils vont à l'école, bien sûr, du village. Elle va créer le ramassage scolaire pour eux. Elle amène l'électricité, bien sûr. Elle donne partout, puis elle donne des cahiers. Enfin,
Elle offre beaucoup de bonheur, même aux enfants dans la vallée. C'est ça ce qui vous a plu, vous, chez cette femme? Il n'y a peut-être pas que ça d'ailleurs, mais c'est son grand cœur. Oui, c'est son grand cœur, et parce que dès que vous êtes né dans ce pays, nos parents nous parlent de Joséphine Baker, la femme généreuse, en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi par la suite, c'est de découvrir son engagement pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, c'est la femme qui m'a fascinée, la femme battante, et qui avait envie de sauver un pays dans lequel elle n'était pas née. Donc ça m'a beaucoup fascinée. Et il y a d'ailleurs une salle qui est consacrée à la résistance. On y va tout de suite. Oui, on y va tout de suite dans cette salle. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Alors c'est vrai que c'est une période moins connue peut-être de sa vie, mais elle a joué un rôle considérable dans la résistance. Elle va se révéler vraiment efficace dans le sens où elle cachera des messages codés dans ses partitions de musique, mais surtout, on va l'envoyer dans des camps de réfugiés à Paris, avant l'arrivée des Allemands bien sûr, où elle essaie de récupérer aussi des informations confidentielles. Et puis, elle va chanter sur la ligne Maginot. Et ça a été une expérience fabuleuse pour elle. Elle chante pour les militaires français. Elle chante aux côtés de Maurice Chevalier, avec qui ça se passera très très mal d'ailleurs, parce qu'ils se détesteront. Lui était un petit peu misogyne. Et par la suite, comme il a un peu chanté pour les Allemands en Allemagne, elle dira des choses sur lui, évidemment, et lui aussi, il la fera passer pour morte quand elle est au Maghreb. Donc, c'est des moments assez étonnants dans cette vie. Elle met de côté sa carrière artistique et elle vient s'installer au Milan à ce moment-là. Et en 1940, alors que les Allemands sont à Paris, elle ne veut absolument pas chanter pour eux, bien sûr. Donc, elle s'installe au Milan et on dit qu'elle va entendre l'appel du général de Gaulle le 18 juin 40. Elle ne sait pas vraiment qui est le général. Elle sait qu'elle veut aider la France, qu'elle veut aider cet homme et qu'elle veut même partir à Londres le retrouver. Donc elle va s'engager réellement dans la résistance, encore plus, je dirais, à partir de cette période-là. On se trouve justement dans la salle de la Résistance. Qu'est-ce que vous avez décidé de montrer là au public ? Alors d'abord, vous voyez cette magnifique charpente qui est de la fin du XVe. C'était une manière d'avoir un espace très solennel, je trouvais, de montrer l'engagement de Joséphine. Donc sur la droite, eh bien, vous avez des radios, puisqu'elle émettait des informations, elle en recevait aussi au château. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse. Et ça, c'était quand même très étonnant. Elle cachait des armes, donc j'ai installé un Sten et un Bren dans les vitrines pour vous montrer que des résistants sont venus amener des armes, cacher des armes dans la cave du château. Et puis, par la suite, elle comprend qu'elle est obligée de quitter les Milandes parce qu'il faut continuer sa carrière, faire comme si de rien n'était. Elle est honorable correspondante, mais elle est aussi la grande star Joséphine Baker. Elle passe très facilement les frontières entre les zones libres et les zones occupées, puisque les Allemands l'ont vue à Berlin et à Munich chanter dans les années 30. Donc les Allemands lui font plutôt signer des autographes pour l'instant. Ce qui fait qu'elle arrive à partir dans le sud-est de la France. Elle signe des contrats notamment avec les théâtres de Toulon et de Marseille. Et là, on commence un peu... peut-être que les gens vont commencer à s'inquiéter, les Allemands, mais en tout cas, elle est invitée même chez Mussolini. Donc on sait qu'elle a dîné avec des grands dignitaires et des grands militaires aussi, et on l'envoie dans ces dîners justement pour interroger les militaires. Et là, elle a notamment récupéré des informations sur l'occupation des blindés allemands dans le sud-est de la France. Donc c'est une femme qui a peur de rien, sauf qu'à un moment donné, le capitaine Apthé lui dit « Joséphine, il faut partir ». Donc ils quittent la France tous les deux, ils se retrouvent en Espagne et ensuite au Portugal, où là il y a de nombreux espions aussi.
Et puis, elle veut retrouver le général de Gaulle, elle n'y arrive pas, elle fait croire qu'elle a un concert au Brésil, et en réalité, elle est bloquée au Portugal, mais elle n'aura pas d'autre choix que de descendre au Maghreb. Et là, elle s'installe à partir de 1941 à Marrakech. Et au centre, vous voyez une tente, puisque elle a, lors d'une grande tournée de propagande pour la France libre, elle a fait 3000 km en Jeep. Donc j'ai installé cette tente, en fait, c'est du matériel américain, puisque les Américains débarquent fin 42 à Marrakech. Et là, elle fait sa tournée de propagande pour la France libre. Elle est en Jeep, elle dort à la Belle Étoile dans cette tente. Elle dort aussi dans des grands hôtels, bien sûr, en Syrie, en Égypte. Mais tout ça pour vous dire qu'à plusieurs reprises, elle aurait pu sauter sur une mine. D'ailleurs, ils étaient 4. Un des militaires est mort en 44 devant ses yeux. Donc, ce n'est pas de la résistance d'opérette. C'est pas de la com, c'est pas de la communication. Non, absolument pas. D'ailleurs, elle va perdre beaucoup de contrats après la guerre. Beaucoup vont l'oublier parce qu'elle se sera faite oublier par le show business. Plus tard, Joséphine Baker embrassera une autre cause, celle des droits civiques et de la lutte contre les discriminations raciales. En 1963, parée de ses médailles de résistante, elle prononce un discours à la marche de Washington organisée par Martin Luther King. Elle est la seule femme à prendre la parole devant la foule ce jour-là. La visite continue avec Angélique de Saint-Exupéry. Ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle est presque habitée par Joséphine. Elle me confie que Joséphine l'aide au quotidien, mieux que si Joséphine n'avait pas accepté son projet de faire revivre les Milandes, jamais elle ne se serait lancée dans une telle aventure. Alors, est-ce qu'on ressent l'esprit de Joséphine quand on vit ici ? Moi, je l'ai ressenti fortement dès qu'on a acheté le château. Au début, je me posais des questions et puis au fil du temps, le soir notamment, elle est là, beaucoup, dans l'escalier qui descend, donc dans cet escalier à vis du 15e. Et je la ressens, mais elle est bienveillante. Donc moi, j'appelle pas ça un fantôme. Effectivement, pour moi, ce sont les âmes. Et son âme revient très très souvent ici. Et d'ailleurs, alors, parce on peut me prendre pour une folle, mais les visiteurs aussi ressentent ça très fortement. Et chacun à sa manière. C'est-à-dire que certains la sentent dans sa chambre et d'autres dans la cuisine du château, qui est vraiment la pièce maîtresse de la maison. Ouais, on y va. Et d'ailleurs, on y va. On y va, je vous suis. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Elle est magnifique, cette cuisine. Expliquez-nous un peu ce qu'on a devant les yeux. Joséphine a installé un carrelage que j'appelle un carrelage autodidacte, puisque les enfants déjeunaient sur une grande table qui est bien plus grande que celle qui est là aujourd'hui. Et bien sûr, pour Joséphine, il était important d'avoir un déjeuner quand même tout en apprenant des choses. Donc, on regardait le carrelage et on voyait des animaux, ce qui fait que les enfants apprenaient le nom des animaux, des légumes, des fruits, et puis c'était très gai. Il faut imaginer qu'il y avait quasiment 18 personnes à table tous les jours. Ensuite, vous avez des fourneaux. Le piano n'a pas changé. C'est le piano de Joséphine Baker sur lequel elle cuisinait. Alors, elle n'était pas une grande cuisinière. Elle avait du personnel. Mais sa sœur cuisinait aussi beaucoup. Nous avons mis des cuivres, bien sûr. Et en photo, j'ai mis la photo de la maman de Joséphine qui est avec Moïse. Et Moïse qui, malheureusement, est le seul enfant qui est décédé. Donc, ils sont aujourd'hui 11 enfants. Et sur la droite, une belle photo. Joséphine, de toute façon, est toujours magnifique, mais là, elle sourit tout le temps. Voilà, elle sourit tout le temps sur toutes les photos, sauf bien celle dont on va parler tout à l'heure. Mais cette photo où elle cuisine avec son fait-tout. Sur la droite, à côté de la grande fenêtre qui donne beaucoup de lumière, on a l'affiche de son dernier spectacle, qui est donc au théâtre de Bobino. C'est le dernier spectacle qui s'appelle Joséphine. Et c'est Jean-Claude Dauzone, le producteur, qui lui propose de se produire dans son théâtre. On sait qu'à l'époque, Joséphine a fait quand même 3 infarctus. Elle est
assez fatiguée, mais comme elle a eu beaucoup de succès à Monaco en 1974 lors de l'inauguration du Sporting Club, elle se dit pourquoi pas Paris. Elle retrouve Paris. D'ailleurs, on lui a écrit une chanson qui s'appelle « Me revoilà Paris ». Me revoilà Paris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi comment me trouves-tu? Peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je plonge. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Elle est splendide, vous la voyez avec une sorte de collant à paillettes, magnifique, mais elle a tout de même 68 ans, elle est fatiguée et elle va donner quelques représentations et malheureusement elle va s'éteindre dans l'appartement qu'elle louait à Paris elle s'en va suite à une hémorragie cérébrale. Alors ça, c'est sa disparition évidemment, et avant ça, il y a malheureusement la fin de l'aventure du château d'Émilande, et la cuisine, elle est emblématique parce que c'est là que tout s'arrête pour elle. Le processus un peu de tout ça, c'est quoi? Racontez-nous. Oui, alors malheureusement, Joséphine a vu trop grand. Elle était très ambitieuse et elle voulait créer ce qu'elle appelait son village, capitale du monde de la fraternité universelle. Elle avait bien commencé, sauf que, au-delà des dépenses normales, elle dépensait encore plus pour des choses un peu somptuaires et surtout des artisans abusaient de sa générosité. Notamment la salle de bain que l'on a vue, elle a été payée 3 fois, alors qu'elle n'aurait pas dû. Plusieurs personnes lui montraient des factures et arrivaient à la manipuler. Elle n'était pas une gestionnaire et elle n'a pas su s'entourer aussi des bonnes personnes. Il faut dire aussi qu'elle n'écoutait pas beaucoup les gens sensés, je dirais, souvent. Ce qui fait qu'à partir de 64, elle perd beaucoup d'argent et il y a une première vente aux enchères qui doit avoir lieu. Et grâce à l'intervention de Brigitte Bardot, le château ne sera pas vendu. Oui, Brigitte Bardot qui prend la parole à la télé. Oui, on a des images de ça aujourd'hui. Il y a des images. Ouais. Il y a une interview à la télé et à la radio où on la voit. Elle dit mais je ne connais pas Joséphine Baker. Elle ne m'a rien demandé, mais il faut l'aider cette femme puisque elle est avec 12 enfants et ce n'est pas possible de la laisser dans ce château seule. Et ce qui fait que l'argent revient un peu. Ensuite, en 66. Gilbert Trigano du Club Méditerranée lui fait une proposition alléchante. Elle refuse, c'est-à-dire que lui proposait d'acheter toute la propriété, mais de laisser à Joséphine l'usufruit du château avec ses enfants jusqu'à son décès. Elle refuse. Pourquoi ? Parce pour elle, c'est un échec de vendre il n'est pas possible. Elle sent qu'il y a toujours un espoir. C'est une femme très positive. Il y a toujours de l'espoir avec Joséphine. Et 68, malheureusement, elle se résout à l'inévitable, elle est obligée de vendre aux enchères. Alors elle ne veut pas, donc elle ne sera pas là lors de la vente à Bergerac. Et là, j'ai les coupures de journaux qui présentent les lots successifs. Donc la vente du parc d'attractions, la vente du château, de la ferme, de toutes les maisons, tout ça en lot. Et malheureusement, elle le sait, il va y avoir une collusion, une entente entre 2 personnes. Donc il n'y aura pas d'enchère. Et comme c'est une enchère à la bougie, à la 3e bougie qui s'éteint, c'est terminé. Elle essaiera de prendre des avocats. À l'été 68, elle n'arrivera pas à récupérer son château et elle part définitivement, malheureusement, parce qu'elle est expulsée. Et c'est la photo que vous voyez dans la cuisine, où elle est sur les marches devant la porte de la cuisine. Elle est comme une mendiante, elle est habillée... Alors là, c'est la déchéance totale, elle est expulsée du château. Et là, nous sommes le 15 mars 1969. Demain, tout va changer pour nous. Laissons-les faire ceux qui sont jaloux de nous. Laissons-les dire ceux qui nous traitent de fous, de fous. Demain, nous irons d'ici, nous partirons vers un merveilleux pays. Nous irons vivre sous un bout de ciel jamais gris, jamais gris. C'est pas seulement un château, il y a aussi un parc d'attractions à l'époque, racontez-nous.
Oui, Joséphine comprend, quand elle s'installe ici, elle comprend que les gens veulent la voir chanter. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va construire un théâtre d'été, un théâtre d'hiver, pour se produire, quelle que soit la météo, avec son orchestre, et notamment l'orchestre de Jo Bouillon, puisque son 4e mari est chef d'orchestre. Et ce parc d'attractions va se construire à partir de 1949, enfin elle l'inaugure en 1949, il est au pied du château, au bord de la rivière Dordogne, donc c'est un endroit qui est très beau, et outre le théâtre, elle prévoit des jeux pour les enfants, puisque tous les Bordelais, tous les gens de l'Aquitaine vont venir en famille profiter de cet endroit. Il y aura des restaurants, un hôtel de luxe si on a envie de passer une nuit ici, et des jeux, notamment un boulodrome, des attractions pour les enfants à l'époque, donc c'est très amusant. Et un mini-golf notamment. Donc les gens peuvent rester la journée et profiter de Joséphine Baker, qui était très accessible. Ce qu'il y a, c'est qu'elle va par exemple donner des concerts en plein hiver, amener aussi des gens du Brésil en plein hiver devant quelques spectateurs sarladés. Donc à un moment donné, elle comprend pas que on ne peut pas gagner de l'argent tout le temps et tout va coûter énormément d'argent. Et dans sa folie, appelons-la comme ça, elle fait construire cette piscine incroyable. Et dans sa folie, en 1951, donc 2 ans après l'inauguration du parc, effectivement, elle fait construire cette piscine qui est la première piscine en plein air de la région aquitaine. Elle est en forme de J, elle est énorme, elle est gigantesque aujourd'hui, même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de piscine comme ça. Et ce qui fait qu'elle est très impressionnante. Et cette piscine amène beaucoup de monde. C'est comme ça qu'elle aura quasiment jusqu'à 300 000 personnes sur une saison. Le départ de Joséphine des Milandes est une épreuve. Heureusement, la star peut compter sur sa grande amie, la princesse Grace de Monaco, qui se porte caution pour l'achat de la Marivonne, une villa sur les hauteurs de Roquebrune. Joséphine s'y installe avec ses enfants. Elle repose aujourd'hui au cimetière de Monaco. Direction maintenant la chapelle qui se trouve à quelques mètres du château. Elle vient d'être rénovée à l'extérieur. Angélique de Saint-Exupéry m'y emmène. On entend les petits oiseaux en plus. Ça, ce sont des choucas qui ont toujours vécu aux Milandes et les enfants en avaient très peur d'ailleurs, les enfants de Joséphine. Surtout quand ils dormaient dans la chambre que vous voyez tout en haut. Et ça faisait très peur parce que les choucas se mettaient dans les machicoulis et ça résonnait très fortement. Et ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Et c'est une forme de corbeau. Alors ça fait toujours un peu peur, les corbeaux. Là, vous nous faites un beau cadeau, parce que on pénètre dans la chapelle qui est en cours de restauration. Oui, alors c'est extraordinaire aussi comme histoire cette chapelle puisqu'elle date de 1503. Joséphine Baker l'avait achetée comme le reste du château en 1947, sauf que malheureusement il y a une erreur du cadastre. Le cadastre oublie de redonner à Joséphine son numéro de parcelle. Elle perd la propriété de sa chapelle et on lui dit qu'elle n'est plus propriétaire en 68 lors de l'adjudication de ses biens. Ce qui fait que quand nous avons acheté en 2001, la chapelle n'était pas dans l'acte, nous n'avons pas pu l'acheter. Et j'ai réussi à la récupérer après moult difficultés en 2016. Et depuis 2016, nous faisons des travaux titanesques pour la restaurer, pour retrouver la famille de Caumont, puisque c'est cette famille qui a construit la chapelle, et surtout aussi pour retrouver Joséphine, puisqu'elle s'est mariée ici en 1947 avec Jo Bouillon, son 4e mari. Les enfants venaient ici aussi. Et les enfants venaient, alors c'est très amusant parce qu'il y avait tous les dimanches, on disait la messe et Joséphine demandait à tous ses enfants de venir assister aux offices alors qu'ils n'étaient pas forcément catholiques puisque chacun avait une religion différente et notamment il y avait Brahim le musulman qui venait quand même, il y avait Akio le shintoïste, Jeannot le bouddhiste. Voilà, il y avait un protestant, un catholique, un juif aussi. Et elle disait, écoutez, vous venez prier Dieu. Après, voilà, il y a un seul Dieu et on vient le prier. Avant de nous séparer, la maîtresse de maison m'emmène voir le parc du château. Un jardin composite, à la fois jardin à la française et jardin paysager. De grands massifs fleuris forment les M de Milandes et un miroir d'eau installé en 2016 permet au château de s'y refléter. Des détails que n'aurait sans doute pas renié
cette grande esthète et femme de goût qu'était Joséphine Baker. Si l'on peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris. Retrouvez un autre épisode consacré à Joséphine Baker et au château d'Émilandes dans Quand est-ce qu'on arrive ? Notre collection de podcasts destinés aux enfants, disponible sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'appli Radio Vinci Autoroute. Tous nos podcasts sont également à retrouver sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.